Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 4 octobre 2013, les principaux titres du journal. Des opérations, celles qui se sont déroulées aujourd'hui sur le secteur 4 de la ceinture verte de Nouakchott, plus de 10 000 arbustes sur une superficie de 24 hectares. 4 départements ministériels étaient à l'œuvre. Une clôture, celle des travaux de l'atelier de sensibilisation sur l'initiative de transparence dans les industries extractives, un atelier qui vient de se dérouler à Attar. Une tragédie, celle qui vient de se dérouler au large de l'île de Lampedusa dans la Méditerranée, île italienne. Plus de 300 morts, tous des Africains. Leur bateau a chaviré, il avait à son bord 500 personnes. Nous commençons donc par l'environnement. Aujourd'hui, c'était une nouvelle journée de reboisement dans la ceinture verte de Nouakchott. Et comme d'habitude, c'est des opérations qui se déroulent sous la supervision du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, 4 départements ministériels étaient à l'œuvre aujourd'hui. Il y a de l'action. Le secteur 4, c'est un compte rendu d'Abdelrahman Hameden. Bloc 4 de la ceinture verte protégeant la ville de Nouakchott contre l'avancée des dunes a connu aujourd'hui des opérations de reboisement pour planter 24 hectares contenant des espaces qui ont besoin d'être regagnés parmi les 84 hectares de ce bloc. Les départements du développement rural, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ont participé à cette opération de reboisement. Comme vous le savez, chaque année, c'est un bloc dans lequel la gendarmerie intervient vers la fin de la période de plantation. Ça trouve qu'il n'y a pas assez d'humidité, donc cause pour laquelle le taux de réussite était un peu faible, bien que pratiquement tous les blocs avaient été plantés. Quand même, le taux de réussite était moyen, tourné autour de 52%. C'est pour cela que cette année, nous avons estimé qu'il faut faire un regarni au niveau de ce bloc. Ce que j'ai à dire pour la journée d'aujourd'hui, c'est que j'ai à dire pratiquement à tous les acteurs qui sont impliqués dans la plantation, comme quoi de faire le maximum possible pour arroser les plants quand ils arrivent à les planter. Pourquoi? Parce que il y a de cela maintenant 2 ou 3 semaines, il n'y a pas eu de pluie. Donc je crois que l'arrosage est très important pendant cette période. Si les plantes ne sont pas arrosées, j'ai de craintes pour que vraiment notre travail soit un travail réussi. Donc je lance un appel à tous ceux qui vont venir après, comme quoi de faire mettre l'accent sur l'arrosage. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'enseignement secondaire, M. Oumarul Ma'talla, a indiqué que son département est venu en masse avec ses directions, ses établissements, ses professeurs et ses inspecteurs pour prendre part à ces opérations qui ont enregistré, a-t-il dit, un grand succès grâce à la prise de conscience des populations en ce qui concerne l'importance du reboisement. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a loué la présence massive des professeurs de l'enseignement supérieur et des employés de son département pour assister à cette campagne et pour planter la zone réservée à son département. L'opération de reboisement, qui rentre aujourd'hui dans son 3e et dernier mois, a connu également une forte participation des travailleurs du département rural, une assistance conduite par le secrétaire général du ministère, M. Mohamedullah Melaïd, qui a loué cette opération et précisé que son département a participé aujourd'hui en masse aux opérations de reboisement pour contribuer à leur succès appelant au suivi de ces opérations. Il est à noter que le ministère de l'Environnement et du Développement durable intensifie actuellement ses efforts de sensibilisation et d'encadrement pour garantir la réussite de cette opération de reboisement. Après l'environnement, la diplomatie, car vous savez qu'hier c'était le 3 octobre, c'était donc la journée de l'Allemagne, c'est le 23e anniversaire de la réunification allemande. Et à cette occasion, l'ambassade d'Allemagne à Nouakchott a organisé une grande réception où le gouvernement était représenté par M. Ahmed Hamouni, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé
du Maghreb arabe. Étaient également présents, bien entendu, plusieurs représentants du corps diplomatique accrédité à Nouakchott et plusieurs autres personnalités. Cette cérémonie était l'occasion pour les chargés d'affaires de l'ambassade d'Allemagne de souligner les niveaux des relations de coopération liant la Mauritanie à l'Allemagne. Direction maintenant Attar, la capitale de l'Adrar. Attar qui vient d'abriter les travaux d'un atelier de sensibilisation autour de l'initiative de la transparence dans les industries extractives, atelier organisé par la Commission nationale chargée donc de cette problématique. Et hier, c'était la deuxième et dernière journée des travaux de cet atelier. Compte rendu, Chirna Chersad. La deuxième et dernière journée du séminaire sur la transparence des industries extractives a été marquée par la présentation du bilan de la première journée et des exposés des sociétés Total et Taziast. La cérémonie de clôture de cette rencontre, qui a duré 2 jours, a été supervisée par le wali de l'Adrar, Diallo Omar Amadou, en présence de plusieurs responsables administratifs ainsi que des représentants de la société civile et des instances opérant dans le domaine des industries extractives. Dans un mot pour la circonstance, le wali a souligné le souci des pouvoirs publics de poursuivre les efforts visant à renforcer la transparence dans les industries extractives, devenues aujourd'hui une réalité vécue dans le pays. Ce séminaire, organisé par la Commission nationale pour l'initiative de la transparence des industries extractives, était l'occasion pour les spécialistes de ce domaine d'apporter leur pierre à l'édifice de la transparence dans ces industries par leur intervention et exposé. Retour à Nouakchott. Nouakchott, où vous le savez, plusieurs routes et voies ont beaucoup souffert des inondations ces derniers jours à la suite des dernières précipitations. Ni de poules, comme on dit, routes dégradées. Bref, il était difficile de circuler à Nouakchott ces derniers jours. Face à cette situation, bien, les opérations de réfection sont en cours, des opérations de réfection de ces voies sont en cours et ceci à la satisfaction des automobilistes mais aussi des Nouakchottois et Nouakchottoises. Compte rendu, Mohamed Limine Bekar. De la capitale, refait Pont-Neuf, l'ENER, l'établissement national d'entretien routier, est en effet à pied d'œuvre pour réparer ce que la pluie a gâté, autrement dit colmaté, les géants nids de poules causés par le ruissellement des eaux de pluie qui, de reste, ont stagné des jours sur ces voies. Sur l'avenue Feu Mokhtar Ouldada, la circulation est redevenue plus aisée après la réfection qui a touché les parties abîmées de cet axe. Une entreprise louée par les citoyens et particulièrement les usagers de la route pour qui la dégradation de la voie porte à la fois préjudice à leurs véhicules, crée des bouchons sur les axes et ternit l'image de la capitale. Les pouvoirs publics, disent cet autre citoyen, ont bien fait de réagir rapidement en entamant la réfection des routes dégradées qui, selon lui, sont source d'accidents. La voirie de la capitale a certes totalisé ces dernières années plusieurs kilomètres de routes bitumées qui relient les 9 muqatta'a de la capitale et ont permis de désenclaver un certain nombre de quartiers éloignés du centre-ville. Reste que pour garantir une longévité à ces routes, certaines conditions doivent être en permanence observées, notamment l'entretien de ces voies par l'enlèvement du sable et la création d'un assainissement pour l'évacuation des eaux d'où qu'elles viennent. Activité des partis politiques à présent avec celle de l'IPR, l'Union pour la République, l'IPR, qui a organisé hier soir dans son siège central à Nouakchott une conférence de presse pour exposer les résultats de la 18e session du bureau exécutif du parti. Une session qui a permis, entre autres, d'exposer les rapports des commissions de concertation envoyées par le parti et d'annoncer donc les listes candidates de l'IPR aux prochaines élections communales. Le bureau exécutif a également entendu un rapport présenté par le président de l'IPR sur le dialogue entre la majorité présidentielle et la CODE, la coordination de l'opposition démocratique. C'était aussi l'occasion pour M. Mohamed Mahmoud Ould-Ja'far, le secrétaire exécutif de l'IPR chargé des affaires politiques, de souligner que pour l'IPR, le dialogue et la concertation constituent la seule issue à la crise actuelle
et que le parti est prêt pour les prochaines élections à la date prévue. L'actualité toujours à propos des activités de l'IPR, mais cette fois au niveau du Hod El Gharbi, l'IPR qui vient d'enregistrer l'adhésion d'un groupe de citoyens de la ville d'Ayoun et de Kobani, une adhésion qui fait suite à la défection de l'ex-vice-président du Conseil national du parti Hatem, M. Youssef Oul-Imam, qui a adhéré lui aussi à l'IPR. Eh bien, la cérémonie organisée à cette occasion s'est déroulée en présence de M. Mohamed Oul-Khatri et Abdallahi Oul-Abdel Fattah de la mission de concertation de l'IPR dans la wilaya de Hod El Gharbi. L'occasion pour M. Sidi Mohamed Oul-Khatri, au nom de l'IPR, de saluer cette adhésion et de présenter les importants acquis réalisés dans les pays ces dernières années. Cette cérémonie était également marquée par plusieurs intervenants qui ont mis en exergue les orientations du parti et ses efforts pour renforcer la cohésion nationale et ancrer davantage l'état de droit. Merci de suivre la télévision de Mauritanie, la suite du journal avec la Guinée-Conakry et cet coup de théâtre aujourd'hui. Coup de théâtre alors qu'on attend toujours les résultats des élections législatives du 28 septembre dernier. Coup de théâtre car l'opposition demande désormais l'annulation pure et simple du scrutin, accusant le gouvernement de fraude massive et en tout cas le spectre de la violence plane de nouveau sur les pays. Mohamed Lamine Bekkar. Les Guinéens vivent dans la peur, l'attente des résultats des législatives. Nombre d'entre eux ont élu domicile à Koronti 1, la commune la plus protégée de Conakry, après avoir fui la haute banlieue craignant pour leur sécurité. Il y a un problème de sécurité. Parce que chaque fois qu'il y a pagaille, c'est ce tronçon-là, là où on se retrouve vraiment avec des difficultés vraiment qu'on ne peut pas vraiment du tout qualifier. La peur fait partie désormais du quotidien des Guinéens à Conakry et dans la plupart des grandes villes. J'ai toujours la peur au ventre. Parce que le fait que la CENI retire les résultats, la tension ne fait que monter. C'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la psychose, c'est toutes les populations, pas moi seul. Du coup, la rentrée scolaire, prévue hier jeudi, a été fortement perturbée. Présence d'enseignants, mais absence d'élèves retenus à la maison par leurs parents. Avec cette histoire d'élection, nous avons peur. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Nous attendons la publication des résultats dans l'inquiétude. Nous ne sommes pas tranquilles parce que nous savons dans quelle situation se trouve actuellement notre pays. Au marché, l'activité est au ralenti. De nombreux marchands ont fermé boutique par crainte des violences post-électorales. Quand les gens sont contents, on attaque les opérateurs. Quand les gens sont fâchés, on vient s'attaquer aux opérateurs économiques. Donc il y a des problèmes, il y a des difficultés. Le climat de peur en Guinée risque de s'alourdir davantage les prochains jours. L'opposition exige l'annulation pure et simple des élections législatives du 28 septembre et menace d'organiser des manifestations. Et face à cette situation, et pour racoler les morceaux, bien entendu, l'émissaire, le médiateur de la communauté internationale, Saïd Djilit, est de nouveau à Conakry justement pour éviter qu'il y ait de nouveau la violence et pour que les deux partis se retrouvent donc comme à la veille des élections. Violence, on en parle également en ce qui concerne l'Égypte avec une nouvelle journée de mobilisation à l'appel des frères musulmans aujourd'hui, une journée marquée par des affrontements entre partisans et adversaires du président de Chine, Mohamed Morsi. Affrontements au Caire, mais également dans d'autres villes du pays, bilan au moins 4 morts et 40 blessés. Le couvre-feu a été d'ailleurs instauré dans plusieurs villes. Dans l'actualité, ce soir, bien entendu, ce drame au large de l'île italienne de Lampedusa en Méditerranée. Donc c'était hier soir, un bateau ayant à son bord 500 clandestins, des Érythréens et des Somaliens, a chaviré au moins 300 morts. Des précisions sur ce drame, ce nouveau drame, un drame de trop, avec Amina Abdelaziz. Deuil national en Italie après la tragédie de jeudi près de l'île de Lampedusa, qui a sans doute coûté la vie à plus de 300 hommes, femmes et enfants de la Corne de l'Afrique. Le navire qui a coulé était parti de Libye avec quelques 500 immigrants. Seuls 155 ont été sauvés.
C'est la pire tragédie de l'immigration de ces dernières années, une petite île où, selon la maire de Lampedusa, il n'y a plus de place ni pour les morts ni pour les vivants. Avec ce nouveau drame, l'immigration illégale s'est remise sur le devant de la scène médiatique. Comment résoudre ce problème? Comment enrayer le flux? Des questions quasi insurmontables, aussi longtemps que les pays du Sud seront menés soit par des régimes dictatoriaux, soit par le conflit d'où venaient les victimes érythréennes et somaliennes. Le drame de Lampedusa n'est pas seulement italien, c'est un drame européen. L'Italie, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a demandé à l'Union européenne une session urgente sur la question de l'immigration lors du prochain sommet de Luxembourg. L'Union européenne est montrée du doigt, l'Italie ne peut agir seule à la demande de l'instauration d'un couloir humanitaire pour rendre plus sûres ces traversées. Autre catastrophe également, mais cette fois aérienne, et cela se passe au Nigeria. C'était hier un crash d'avion au moment de son décollage de l'aéroport de la ville de Lagos. Bilan, 16 morts et 4 survivants. La boîte noire de l'appareil a été retrouvée, ce qui va aider à savoir quelles sont les causes de ce crash. Il n'y aura pas de sommet Obama-Poutine en Indonésie comme prévu en marge du sommet de l'APEC. L'APEC, vous le savez, c'est le forum de coopération Asie-Pacifique, sommet prévu en principe à Bâle. Eh bien, le président américain a décidé tout simplement d'annuler son voyage, actualité oblige, et cela en raison du blocage, vous le savez, entre républicains et démocrates à propos justement du budget 2014. Un blocage où plusieurs administrations fédérales sont donc presque fermées et 800 000 fonctionnaires américains sont désormais au chômage technique tant que ce blocage dure. En tout cas, l'absence d'Obama à Bâle a été regrettée par le président russe qui va faire le déplacement donc de cette métropole indonésienne. Mais les Russes sont actuellement préoccupés par l'attaque dont leur ambassade a fait l'objet, leur ambassade à Tripoli, la capitale libyenne. Moscou a décidé de rappeler l'ensemble des employés de cette ambassade ainsi que leurs familles. La plupart sont déjà arrivés à Tunis. Pour Moscou, il s'agit d'une mesure de sécurité pour ses ressortissants et les relations diplomatiques avec la Libye restent telles qu'elles sont selon les ministères russes des Affaires étrangères. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la ceinture verte de Nouakchott, donc, et c'est précisément le secteur 4 aux 4 départements ministériels était aujourd'hui à l'action là-bas dans le cadre des opérations de reboisement qui sont entrées aujourd'hui dans les 3e et derniers mois dans le cadre du plan de protection de la ville de Nouakchott contre l'avancée des dunes. Et ici, c'est Attar et cet atelier de sensibilisation sur l'initiative de transparence dans les industries extractives, un atelier de 2 jours qui s'est achevé hier et qui a permis un échange entre les différents acteurs travaillant dans ce domaine, la société civile, les autorités administratives, mais aussi la Commission nationale. Et ici, c'est le lien de cette tragédie hier soir au large de l'île italienne de Lampedusa, un bateau qui avait 500 Érythréens et Somaliens à couler. On parle de plus de 300 morts, en tout cas, seules 150 personnes ont été sauvées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.